Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable. Un grand bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Déclic d'avenir parce que vous le savez, c'est la seule émission quand même qui décrypte les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Alors, merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter épisode après épisode, à nous télécharger et même à nous envoyer vos messages. N'hésitez pas, vous le savez, on adore. Et évidemment, on y répond. À mes côtés aujourd'hui pour ce nouveau numéro, Sophie Moreau-Favier, responsable de projet à l'Agence du numérique en santé, Odile Jamet, directrice de projet du secteur médico-social, ministère des Solidarités et de la Santé, on son élan pour le dire, et Arnaud Dugluet, vice-président d'HMC2. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir parce qu'ensemble, on va répondre à la question de savoir quel est le rôle de l'État dans la transformation du numérique du domicile. C'est pas si évident que ça. Ça peut paraître en tout cas un sujet bateau, mais on va voir que c'était pas forcément gagné d'avance parce que en 2018 sort le rapport qu'on appelle Pont-Coury, Dominique Pont et Anne-Laure Coury, qui tirait un peu, j'ose dire, la sonnette d'alarme, c'est ça, Odile ? Oui, il tirait la sonnette d'alarme et il posait le constat que jusqu'à présent, l'État était relativement absent des politiques du numérique. De façon générale, dans la santé, le numérique en santé était très en retard et c'était une politique qui était assez peu portée finalement, à la fois politiquement, mais également les leviers mis en place étaient vraiment embryonnaires. Donc on était vraiment je dirais même pas au tout début d'une aventure. C'était encore, on était encore vraiment dans les limbes. Et donc c'était à la fois les politiques de santé et bien évidemment le médico-social qui, dès le départ, suite à ce rapport Pont-Coury, lorsque Dominique Pont et Laura Letourneau ont repris les rênes du numérique en santé, ont décidé d'inclure d'emblée le médico-social et les acteurs du domicile dans ces politiques numériques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu une espèce, là je pose la question à tous les trois, une espèce de prise de conscience, d'étincelle qui est partie. Sophie, vous avez l'air d'acquiescer. Oui, je pense que vraiment, ce rapport a été le déclencheur de quelque chose qui a été essentiel pour le secteur. Et notamment, le gros fondamental, c'est la gouvernance. Et en fait, avant ce rapport, ça manquait d'organisation. L'État n'était pas au cœur, n'avait pas pris son rôle vraiment à cœur, notamment dans la transformation numérique. Et repenser la gouvernance, ça a permis de remettre sur les rails ce chantier et d'avancer avec l'ensemble du secteur, chacun dans son rôle, mais collectivement. C'est-à-dire qu'en gros, si je schématise un peu, l'État a sifflé la mi-temps, il a dit maintenant j'organise les choses, on fait un plan, on monte une stratégie et il y a toute la mise en œuvre à mettre derrière. Et ça, c'est votre rôle à tous. Oui, effectivement, l'État a donc, suite à ce rapport, décidé d'impulser véritablement une vraie politique, une vraie stratégie qui s'est traduite dans un premier temps par une première feuille de route du numérique en santé. Donc, c'était pour la période 2019-2022. Donc là, on vient de finaliser la nouvelle feuille de route pour la période 23-27. Et donc pour ça, on met en place, pour la déclinaison de cette feuille de route, un certain nombre de leviers. Donc effectivement, Sophie vient de parler de la gouvernance. Ça, c'est vraiment un levier extrêmement important parce que c'est une organisation assez démocratique qui embarque l'ensemble des acteurs du secteur, que ce soit les institutionnels, mais aussi bien évidemment les professionnels de santé, les usagers. On a vraiment une représentation aussi des associations d'usagers et de patients au sein de cette gouvernance. Parce qu'il ne faut pas les oublier. Et bien évidemment, puisque c'est d'abord pour eux qu'on travaille, et aussi beaucoup pour les professionnels. Ne l'oublions pas, les outils numériques, c'est aussi beaucoup pour les professionnels. Et puis bien sûr, cette gouvernance, elle intègre également les entreprises du numérique en santé, HMC2 par exemple. Par exemple. Voilà. Arnaud. Par exemple. Arnaud, vous êtes là depuis aussi un moment. Vous avez vu donc l'avant, j'allais dire la première mi-temps, là où c'était un peu le bazar peut-être, et puis la remise en ordre. Ouais, enfin, moi je partage tout ce qui a été dit là. Et pour une fois, pour avoir vu plusieurs initiatives d'essayer d'organiser, des initiatives portées notamment avant par la CNSA, d'organiser un peu les échanges. Moi, je trouve qu'une première fois, on prend conscience et on organise des échanges
à la fois pour les professionnels, mais aussi, et j'allais dire, moi, c'est ce qui manque pour moi au secteur aujourd'hui, pour les usagers, clients, on les appelle comme on veut, et ou patients, même dans le cas du sanitaire. Mais pour une fois, on prend en compte ça. Moi, j'aime bien dire, il y a 3 ans, 44% des plus de 70 ans avaient un smartphone. Aujourd'hui, ils sont 56%. Ça explose. La génération Facebook, quand elle va arriver à la retraite, va bouleverser le secteur. Nous, nos aides à domicile qu'utilise la télégestion, ces outils modernes d'attestation de présence, etc., quand elles discutent entre elles d'une personne prise en charge, elles utilisent WhatsApp. Autrement dit, on voit bien qu'il y a un foisonnement des usages, il y a un foisonnement que ça va très vite. Pour moi, il était effectivement temps que l'État siffle une fin de partie, dire bon voilà, messieurs les professionnels, d'abord vous allez vous organiser parce que vous nous faites rigoler à ne pas pouvoir échanger des trucs ensemble, machin. Donc maintenant, nous on veut que ce soit comme ça. Donc vous, s'il vous plaît, postulez et puis vous allez faire ça comme ça. Et vous, usagers, citoyens, etc., vous allez pouvoir consulter des informations qui sont normalisées, qui vont pouvoir être consultables de manière sécurisée à partir de vos smartphones. Moi, j'ai été surpris l'autre jour. En 30 secondes, je crée mon espace santé, je regarde, je vois des données, je n'ai même pas idée de tout ce qu'il y avait dedans. Et donc, oui, il y a un truc qui s'est passé. Bon, après ça, il faut que le public s'en empare, il faut que ça reste accessible, etc. Mais pour moi, oui, il y a un truc qui s'est passé et quelque chose de salutaire. Oui. C'est important parce que souvent on dit, il faut dire les choses, l'État, quand il met le pied quelque part, c'est le bordel 2 minutes après. C'est très souvent le cas, historiquement parlant, c'est très souvent le cas. Or là, pour une fois, ça marche plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie et il y a une mise en place, une coordination. L'État a fait que vous travaillez ensemble, justement, a mis des normes, etc. Oui, peut-être trop loin. Ouais, non, parce que après on va rediscuter, on va rebondir. On va voir les détails. Après, c'est des points de vue personnels. Là, l'État donne une stratégie. L'État fabrique pas des ordinateurs de mon temps. Ça fait un peu ancien combattant, mais il y avait Zénith et Goupil. Oui. C'était des bulles même qui avaient été vendus à Packard Bell, etc. À l'époque, l'État, alors informatique, le plan informatique de Gaulle, etc. Mais autre époque aussi, quoi. Oui. Il y avait l'État ne devient pas industriel. C'est L'État ça. Dit bon. Attendez, c'est nous qui sommes quand même le principal financeur d'un budget dépendant, etc., qui explose et qu'on annonce comme l'explosion imminente et au fur et à mesure qu'on avance, plus ça va, plus ça explose. Et donc, je suis comme le principal financeur, il va peut-être être temps de savoir je paye quoi à qui. Exact. Et je vais terminer avec ça, mais là, le plan Ségur, les structures doivent avoir un finesse. Non, on rentre dans les détails. Hein. Non, c'est un numéro pour les entreprises du style... Comme un SIRET. Ouais, du style SIRET, voilà. Une immatriculation. Ouais, numéro d'immatriculation. Donc les structures sanitaires et sociales doivent avoir un finesse. Et bien là, pour une fois, on va avoir un annuaire exhaustif des finesses qu'on n'avait pas, il faut le dire aujourd'hui, qu'on n'avait pas, qui n'existaient pas. Mais c'est pour ça que je voulais dire que quand ça marche, il faut le dire aussi. L'État est capable de faire des choses bien. Alors, je pense que oui, l'État, dans ce cas particulier, alors je ne sais pas si on peut dire qu'on est capable de faire des choses bien, mais en tout cas, on a essayé de se donner les moyens avec un certain nombre de leviers, d'activer de façon parallèle un certain nombre de leviers qui nous ont paru indispensables. En premier lieu, je peux citer le cadre réglementaire. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ces règles, elles permettent de protéger les données, de protéger la confidentialité des données, et c'est indispensable pour donner confiance à la fois aux professionnels et aux usagers, patients, etc. Ça évite les WhatsApp dont on parlait tout à l'heure. Voilà, exactement. Et pour s'assurer que nos données de santé, nous, en tant qu'usagers, on ne les retrouve pas chez les GAFAM ou ailleurs, et que, voire dans quelques années, on soit obligé d'aller les racheter ou qu'elles se promènent un peu partout sur le net. Donc ce cadre réglementaire, c'est vraiment un premier pilier qui est fondamental dans cette... Dans cet écosystème. Alors évidemment, ça définit des règles, c'est forcément un peu contraignant, mais c'est le gage de la sécurité, encore une fois, c'est le gage de la confiance. On met en place un numérique, en tout cas c'est ce qu'on cherche à faire, qui soit éthique, qui soit humaniste, qui respecte les valeurs de chacun, un numérique qui soit également souverain. On ne veut pas que, encore une fois, ce soit... pris en charge par d'autres qui pourraient être malveillants. Donc ça, c'est notre premier levier. Le deuxième levier, c'est quand même qu'on
on met de l'argent, hein, on met des on peut dire combien, des crédits d'investissement, alors qui sont des crédits européens, donc pour le médico-social, 600 millions d'euros pour 5 ans. Donc ça aussi, c'est inédit, c'est colossal, je pense qu'on peut le dire. Et ça permet de financer à la fois les établissements, donc les établissements qui accompagnent les services, qui accompagnent les personnes à domicile, donc les services à domicile qui font de l'aide, qui font du soin, mais pas que, l'ensemble du médico-social, pour qu'ils s'équipent avec des outils numériques. Donc on finance les établissements, et puis on finance également les industriels du secteur, ceux qui développent les solutions logicielles qui sont utilisées par les établissements, pour que les industriels développent des solutions qui soient conformes au cadre réglementaire que l'État développe, que l'État a mis en place. Donc on agit sur ces différents leviers. Et donc, comme le disait Arnaud, voilà, le travail des industriels, c'est de mettre ces solutions en conformité. On a aussi, là, c'est vraiment dans le rôle de l'État, de développer quand même des outils numériques, des plateformes numériques. Arnaud a cité Mon Espace Santé. Donc, Mon Espace Santé, c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui de l'État. C'est une plateforme qui permet à chaque citoyen, à chaque usager, d'avoir son propre carnet numérique de santé, finalement, et d'avoir accès à ces données de santé. C'est vraiment ça la première finalité, c'est que chaque citoyen français reprenne la main sur son parcours de santé, sur ses données, qu'il y ait accès, qu'il puisse les protéger, qu'il puisse donner des accès aux professionnels auxquels il souhaite donner des accès, qu'il puisse y mettre ce qu'il a envie d'y mettre, ses rappels de rendez-vous, ses ordonnances, les documents qu'il va pas passer son temps à chercher parce qu'il les a oubliés d'un rendez-vous sur l'autre. On peut y mettre également, bien sûr, ses directives anticipées, les personnes de confiance. Enfin, voilà, c'est vraiment chacun a cet espace numérique de santé qui s'appelle donc Mon Espace Santé. Et donc, l'État fait en sorte de mettre à disposition cette plateforme et puis de faire en sorte que, justement, les solutions des industriels alimentent Mon Espace Santé pour que ce soit le plus facile possible pour les établissements, pour que les établissements et les services à domicile, ça leur donne pas plus de travail, parce que ça y a simplifie un leur enjeu. vie, en fait. Voilà, c'est ça. L'enjeu, c'est vraiment qu'on arrive à simplifier leur travail au quotidien, à simplifier leur pratique professionnelle. Il s'agit surtout pas de leur donner du travail administratif en plus, parce que ça, on sait quand même que c'est un secteur, le secteur du domicile. C'est déjà flux tendu. Qui est en flux très, très tendu sur le plan des ressources humaines. La majorité des services sont en recherche de main-d'œuvre, en recherche d'intervenants pour le domicile. Et donc, il faut vraiment que ça leur facilite la vie, que ce soit simple pour eux au quotidien. Justement, ça peut créer un appel d'air. Le fait d'avoir justement ce grand plan peut créer des vocations. Est-ce que vous sentez que ça frémit ou pas? Des vocations? Des gens qui diraient tiens, je vais aller là-dedans, je vais me former, je vais travailler dans ce secteur. Alors que beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. Peut-être que, Sophie, est-ce que vous pouvez constater ça, ou est-ce que c'est idiot ce que je dis? Alors, nous, à notre niveau, côté agence du numérique et en santé, on le constate pas. En revanche, ce qu'on constate, et c'est ce que des professionnels nous disent, c'est que ça légitime vraiment les acteurs du domicile. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ils faisaient du soin, ce qu'on appelle de l'aide, mais ils prennent en charge, c'est vraiment, ils prennent soin des gens, et ils n'étaient pas considérés comme des professionnels de santé. D'accord. Et là, le fait de les embarquer dans tout ce Ségur du numérique qui concerne l'ensemble des secteurs, les hôpitaux, la médecine de ville, les laboratoires, la radiologie, et j'en passe, eh bien, on considère enfin que le secteur du domicile, mais les autres secteurs aussi, personnes âgées ou personnes en situation de handicap, font partie de la prise en charge globale. Mis en valeur. Et ils se sentent mis en valeur. Parce que accéder à des données de santé, jusqu'alors on disait, non, ces professionnels-là, ils ne sont pas des professionnels de santé, donc ils n'accèdent pas à cette donnée. Eh bien là, ça change la donne. C'est je vous considère comme faisant partie intégrante du parcours de santé de la personne. Et en ce sens,
vous accédez à la donnée, vous êtes reconnu en tant que professionnel. Et ça, je pense que, peut-être qu'Arnaud le dira, ça, c'est une vraie avancée, en tous les cas, qu'on constate de notre côté. Je vais tempérer un tout petit peu. Oui, Ségur numérique, c'est combien le montant total ? 2 milliards. 2 milliards, ouais, c'est monstrueux. L'action à domicile, 600 millions. Ok. Médico-social. Médico-social. Pour autant, c'est la première fois que le médico-social est fléché de cette façon. Bon. Alors, on l'a vu au début, avec certains, le secteur nous connaît pas ou peu, ou mal, parce qu'au début, on a eu des ajustements en disant nous, ça, non, on ne prend pas le médecin, on ne prend pas, etc., etc. Les fédérations avec lesquelles on travaille, qu'elles soient associatives ou de type entreprise privée, n'étaient pas du tout informées de ce qui allait débarquer. Vraiment, nous, on a évangélisé pas mal de structures, et on continue, on a évangélisé des structures qui disent attendez, nous, on n'en a rien à faire de ça. C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement qui arrive, qui aurait peut-être pu être un peu mieux anticipé, mais quand on dit ça avec le regard dans le rétroviseur, c'est toujours beaucoup plus facile à dire avant qu'après. Moi, c'est très vrai. Hein. Pour la première fois, le secteur était pris en charge. Petit bémol encore, en même temps qu'on annonçait les 600 millions, Doctolib faisait une levée de 500 millions d'euros, rien que pour lui. On voit bien que le médico-social qui prend en charge 1,2 million, 1,3 million de Français dépendants, qui, on va voir un chiffre qui va être multiplié par 2, qu'on va multiplier par 2 dans les 20 prochaines années. 600 millions d'euros, alors il y a une suite, il y a tout ça, etc. Bon, c'est un bon début, mais c'est un bon début, voilà. On était positif, et ben voilà, on est revenu sur Terre. Non, c'est émergent, on le voit émerger. C'est mieux qu'un coup de pied aux fesses, comme disait ma grand-mère. Non, mais où c'est très vrai, c'est que, moi je peux témoigner en tant qu'éditeur, pour la première fois, les services de l'État sont venus à notre table pour dire bon, on fait comment là ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous attendez ? Ça, ok, on a compris, on n'avait pas bon. Ça, c'est la première fois. Ouais. Est-ce qu'il y a une certaine humilité qui est assez rare à vous écouter ? On a préparé cette émission. Ça, c'est un mot que j'ai senti, moi, l'humilité de l'État. Pour la première fois, qui dit je sais pas faire. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ? Je ne sais pas si on peut appeler ça humilité, mais en tout cas, intelligence. Besoin d'intelligence collective. Ouais, c'est besoin ça, d'intelligence collective, besoin de construire ensemble. Il est hors de question que l'État mette en place ce dispositif tout seul dans le 7e arrondissement, avenue de Ségur. Enfin, on ne peut plus travailler comme ça. On est obligé de travailler. C'est ce qui se faisait avant, quand même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être un peu. Ça existe toujours. Hein, oui, rassurons-nous. Ça peut être un travers, effectivement. Là, effectivement, les politiques du numérique, on les construit au quotidien. On est sans arrêt en discussion, en concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur. Donc, c'est vraiment, on cherche à impliquer tout le monde. L'État n'est pas forcément le plus sachant, même si, effectivement, on donne une ligne directrice, mais y compris cette ligne directrice, la feuille de route 23-27, elle s'est construite grâce à plein de concertations. Les documents ont été publiés, ont été mis en ligne. L'État a fait le tour de toutes les régions. On est allé dans toutes les régions. On a rencontré, bien évidemment, les agences régionales de santé, mais les professionnels de terrain. Tout le monde a participé, y compris dans les territoires, à l'élaboration de cette feuille de route. Donc c'est vraiment toujours ça, c'est vraiment dans l'ADN de ce qu'on fait maintenant dans le numérique. C'est vraiment toujours une aventure collective. Dans le privé, on dit, quand on lance un grand chantier, il y a toujours, ou un grand projet, il y a toujours une évaluation, il y a toujours une surveillance. Quid de ça aujourd'hui ? Juste avant, par rapport à ce que vous disiez, on a parlé des ARS. Typiquement, on est dans Vive la France. Là. On a d'un côté le sanitaire, toute cette partie médicale qui est financée par l'ARS, par le régime général, et toute la partie prise en charge sociale, maintien à domicile, etc., qui est cofinancée par les départements, par la CNSA et par la personne prise en charge, par le client, par l'usager. Et en fait, quand nous, moi je me souviens, au début du Ségur, les établissements, les SAD, les services d'aide et d'accompagnement à domicile, ont dû se mettre en conformité. Okay. Donc c'était une grande partie de notre travail. Pour se mettre en conformité, il y a notamment des obligations d'hébergement, de santé, etc., etc. Quand on a dit au département, au fait,
il faut que maintenant les structures que vous cofinancez vont avoir un coût supplémentaire parce qu'il y a de l'hébergement et de santé. Et les départements ont dit c'est quoi le plan Ségur, parce qu'ils ne connaissaient pas non plus. Donc en fait, on est allé là encore, on a pris notre bâton de pèlerin, notre petite et puis on a été leur dire non, il va se passer ça et ça et ça. Et après, la machine se met en marche. Mais moi, ce que j'aime bien, de toute manière, la machine se met en marche, ce sera jamais parfait. Et en tout cas, il y a une pelote, il y a une ficelle. On a commencé à tirer, et puis ah ouais, il y a ça, ah ouais, il y a ça. Ça mérite aussi de faire connaître le secteur bien sûr. à l'ANS, à la DNS. Ça mérite de montrer sa complexité et son besoin de rafraîchissement, et ça y contribue. Le Covid a joué un rôle d'ailleurs ? Oui, le Covid a été révélateur, un moment de prise de conscience qui fait que probablement ça a aidé au fait qu'on arrive à mobiliser 2 milliards d'euros pour le numérique en santé. Mais je rebondis sur ce que vous disiez. Une des difficultés, effectivement, c'est que on était très en retard au moment de ce rapport Poncouri, et on est quand même assez on avance un peu à marche forcée là maintenant. Donc on essaye de rattraper ce retard. Ces politiques quand même de grande ampleur nécessitent une conduite du changement, nécessitent une appropriation assez importante. Donc pour embarquer les établissements pour qui le numérique n'était pas au centre de leurs préoccupations, les conseils départementaux qui n'avaient pas forcément non plus une maturité numérique très présente à ce moment-là, c'est vrai que tout ça se fait... on avance tous les jours, on apprend en marchant. Donc, c'est pas non plus... Il y a évidemment encore des freins, il y a encore des difficultés. Tout n'est pas rose, loin de là. Mais ces changements culturels, c'est des choses qui prennent vraiment beaucoup de temps. Et donc, là-dessus, l'État aussi y travaille, essaye d'intervenir, notamment au travers de la formation. Et de la sensibilisation. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on travaille aussi à intégrer dans les programmes de formation, à la fois formation initiale et formation continue, des professionnels de santé, des professionnels du médico-social, des modules qui sont dédiés au numérique. Donc ça permet à tous les nouveaux entrants là, dans leurs études, que ce soit les études médicales ou que ce soit des études d'éducateurs spécialisés, à tous les niveaux, dans toutes ces formations-là, maintenant, à partir de la rentrée 2023, ça va être obligatoire d'avoir un module de formation au numérique en santé, de formation aux outils numériques, à justement ce que l'État met en place, à mon espace santé, à l'interopérabilité, à la sécurité des données, à ce que disait Sophie tout à l'heure, comment est-ce que, en tant que professionnel de santé, j'étais pas complètement reconnue, enfin professionnel du médico-social plutôt, j'étais pas complètement reconnue comme faisant partie de l'équipe de soins, à quelles données je peux avoir accès, quels sont mes droits, quels sont aussi mes devoirs. Ça, c'est extrêmement important qu'on puisse évangéliser en quelque sorte, qu'on puisse faire changer les approches, la culture que l'ensemble des professionnels peuvent avoir vis-à-vis des données de santé et du numérique de façon générale. Sophie, vous êtes d'accord avec ça ? Entièrement. Je pense que l'État finalement, ou la puissance publique a vraiment deux grands rôles, quoi. C'est-à-dire qu'en tous les cas, dans ce cadre-là, on l'a bien vu, côté agence du numérique en santé, il y a vraiment le rôle de régulateur, c'est-à-dire je fixe des règles et malheureusement, je dis aux éditeurs ou aux entreprises du numérique, il faut faire comme si. Et puis, il y a le rôle qui va avec, qui est le rôle de promoteur, de valorisateur et d'accompagnement au changement. Et je pense que le rôle de l'État, c'est vraiment ces deux rôles, quoi. C'est trouver un équilibre entre la coercition et puis écouter les besoins du terrain, être dans une démarche partenariale et aller jusqu'au dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre, c'est ça, c'est la formation, c'est que les professionnels comprennent de quoi on leur parle et que ça ait du sens. Finalement, il faut que le sens soit trouvé sur le terrain. Et c'est encore tôt pour le dire, peut-être, parce que c'est long entre décider d'une règle et la mettre en œuvre. C'est long,
mais on est tous collectivement dans cette démarche et je pense que là encore, le collectif fait son chemin. Si j'osais, je dirais quand même que le grand public est un peu oublié, s'il y avait un bémol à dire, parce que mon espace santé, quand je pose la question autour de moi, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Hein. Ça, j'avoue que... Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup communiqué ou communiqué de façon très massive. Une des raisons... Alors, évidemment, chaque citoyen français peut aujourd'hui activer Mon Espace Santé et commencer à le renseigner, mais ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit que les professionnels, quand vous allez chez le médecin, il faut que votre ordonnance, elle soit dans Mon Espace de santé. Quand vous sortez de l'hôpital, il faut que la lettre de liaison, elle soit dans Mon Espace santé. Quand vous êtes une personne prise en charge par un service à domicile, il faut que le plan personnalisé d'accompagnement, le projet personnalisé d'accompagnement, il faut qu'il soit dans Mon Espace santé. Et donc, comme tout ça, ça prend quand même un petit peu de temps. Oui, d'accord. Exactement. Ça, Mais comme tout ça, ça prend un petit peu de temps avec toutes les raisons là qu'on vient d'expliquer. Pas encore de com, trop. Voilà, tant qu'il n'y a pas encore. C'est pas que ça plante, mais ça va arriver. Ça va arriver. Rassurez-vous, ça va arriver très vite. Non. Bon. La communication un peu plus massive. Va arriver. C'est une aventure. Là, j'ai cité quelques leviers. C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire, mais c'est un processus d'amélioration continue. Donc voilà, la transformation se vit tous les jours et la place les usagers, on va communiquer vers eux. Sophie Pierno après. Après, les professionnels du secteur du domicile sont aussi des citoyens. Oui. Donc, en tant que citoyen, moi c'est ce que je leur dis aussi. Déjà, allez voir votre espace santé. Est-ce que vous l'avez regardé en tant que citoyen avant d'être professionnel? Sinon, si vous ne l'avez pas fait, il est temps de le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre quelque chose à un usager si derrière, nous-mêmes, on n'est pas convaincus. Donc ça, c'est le premier axe, c'est se dire... je vais découvrir mon espace santé en tant que citoyenne. Et puis après, c'est en parler dès qu'on voit un professionnel de santé. Moi, je le fais à titre personnel. Je vois un médecin, je lui dis, mais vous allez intégrer cette donnée dans mon espace santé. Et là, soit il est au courant, soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, je fais ma part et je lui explique ce que c'est. Et je pense qu'il y a aussi cette petite stratégie des petits pas, de se dire que finalement, on a tous notre rôle à jouer, professionnel ou usager. On a un rôle à jouer dans le déploiement de ces outils pour remettre le citoyen au cœur. Parce qu'on dit le citoyen est le grand oublié. Non, en fait, Mon Espace Santé est quand même fait pour le citoyen, à lui aussi de s'en emparer directement. On a mis en place, à titre d'exemple, un réseau d'ambassadeurs de Mon Espace Santé dans toutes les régions. Et aujourd'hui, on a plus de 5000 référents qui vont dans les hôpitaux, qui vont dans les cliniques, qui vont dans les maisons de retraite, qui vont dans les supermarchés, qui vont dans les stades, qui vont évangéliser, expliquer ce que c'est que Mon Espace Santé et qui font vraiment des opérations de communication auprès de grandes proximités auprès des citoyens pour justement aider les citoyens à comprendre ce que c'est que Mon Espace Santé et à prendre la main. Donc, voilà, je n'ai pas cité tous les leviers, tous les sujets sur lesquels on travaille, mais celui-là en fait partie aussi. Arnaud. Oui, faut aussi rappeler qu'il y a 4-5 ans, quand ce chantier a été mis en œuvre, pour l'État, avant le DMP, c'était vous demandiez aux médecins de l'ouvrir, vous demandiez... DMP, il faut quand même expliquer, tout le monde connaît pas. Dossier médical partagé. Vous demandiez, est-ce que vous pouvez ouvrir mon DMP? Autrement dit, tout le monde s'en fichait. Alors que là, maintenant, on dit non, on l'a ouvert. Et puis, si vous ne voulez pas, vous nous dites. Alors, comme les gens ne savent pas trop, ils ne disent pas. Bon. Et puis, c'est très bien comme ça. Je veux dire, c'est aussi la finance publique. C'est aussi, il faut appeler un chat un chat. C'est aussi ça de dire. Alors, en plus, ça, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est de se dire, OK, si c'est ouvert, il faut qu'il y ait des données. S'il n'y a pas de données, les gens ne vont pas voir, etc., etc. Bon, moi, je trouve que là, le dossier médical partagé, il est accessible. Je fais ça à partir de mon iPhone. Ça prend Face ID, les dernières technos pour l'ouvrir. Je ne suis pas obligé de me rappeler de mon code à 18 chiffres que je dois changer tous les 6 mois, etc., etc. Donc, en fait, tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Pour autant, et c'est le danger peut-être de ce genre de produit,
et d'accès. On ne peut pas, tout à l'heure, on disait, oui, comme ça va éviter aux gens d'aller sur WhatsApp. Ça n'évitera pas aux gens d'aller sur WhatsApp. C'est-à-dire que WhatsApp existe en tant que tel. Et par contre, à nous industriels aussi, et à l'État, de dire, OK, nous, on va mettre en place des outils aussi numériques qui vont aussi être attrayants et dans lesquels vous allez trouver des infos. Moi, j'ai comme exemple Weezing qui va donner des infos, des balances qui sont pourtant pas forcément reconnues médicalement, agréées, machin. Les données de poids vont pouvoir être remontées, certaines données physiologiques de la personne vont pouvoir être remontées dans l'espace santé et partagées avec le médecin. Je trouve que ça, c'est des sacrées avancées. Pour autant, il existera toujours dans mon iPhone l'enclave de santé, où je vais pouvoir partager d'autres choses, etc. Donc en fait, tout ça coexiste et tout ça, c'est maintenant que ça s'organise, de toute manière, parce que sinon on se fait débarquer de tous les côtés. Quoi, en fait. On est d'accord. Alors je sais bien que vous ne voulez pas répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure sur la surveillance, sur l'évaluation, mais est-ce qu'on va avoir une évaluation ? Est-ce qu'au bout de 3-4 ans, on va se dire, on fait une pause, on regarde que ça a marché ou... On est même dans une évaluation continue. Oui, c'est rassurant, en permanence, on regarde, on suit nos indicateurs, on regarde ce qu'on est en train de faire, on interroge les professionnels, on interroge les usagers. Cette co-construction, elle se fait avec tout le monde et on est en permanence en train de faire des retours d'expérience, des bilans et de se réinterroger, de réadapter nos moyens d'action et progresse, comme on dit exactement, en bon français. Exactement. On peut parler de rupture sociologique. Il y aura un avant et un après. Ah ouais. Ouais. Oui. Enfin, moi, si je regarde du côté éditeur, nous déjà, on est en train de... Ça bouleverse notre métier. On est en train de... les constructions des gammes futures, etc., intègrent tous les socles demandés, etc. Et ça fait partie du quotidien. En plus, on a fait des podcasts là-dessus. Il y a des services d'autonomie qui arrivent, qui vont rebouleverser le truc. Le secteur que je connais depuis 30 ans, je veux dire, un peu plus même, et depuis 35 ans, moi, plus de bouleversements là. Pour moi, c'est des bouleversements qui sont fondamentaux comme ceux de la loi Borloo en 2006-2007. Et en fait, c'est des bouleversements qui vont profondément transformer le secteur, qui profondément aussi transforment le métier d'éditeur et les investissements qu'on doit faire nous pour suivre. Oui. Parce que, fort justement, Odile nous dit, ben oui. Les éditeurs sont financés. Alors moi, en tant qu'éditeur, je dirais, je ne suis pas financé assez, parce que c'est beaucoup d'argent. Normal. Mais c'est normal. Mais c'est pas vrai. En fait, le financement des éditeurs, enfin la contribution qui nous est octroyée, permet aussi de travailler là-dessus. Mais ça demande des investissements forts et des investissements forts qu'on ne récupère pas avec un client. Qu'on récupère sur une somme de clients, sur une somme d'années, sur une somme, etc. Et oui, ça structure un marché. Ça va structurer aussi il y a des prestataires de services qui ne vont pas pouvoir suivre ça. Il y a des éditeurs qui ne vont pas pouvoir, j'ai en tête un ou deux noms, qui ne vont pas pouvoir suivre ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est anormal ? Est-ce que c'est normal ? C'est pas à moi de juger. Je pense que c'est aussi un mouvement économique assez classique. Ça pourrait être l'objet d'une autre émission. Ouais, mais est-ce que l'État aurait pu imposer sans financer ? Non, puis de toute manière, en même temps, moi je suis assez partisan d'une partie de coercition. Si on veut organiser, en même temps, il faut dire bon, stop, quoi. On fait comme ça, comme ça, comme ça. Chez Napoléon qui disait il faut la crainte, je crois on maîtrise les gens, le monde avec la crainte et les intérêts. Et donc en fait c'est vrai, il faut le financement doit faire partie de cette carotte. Il y a le carotte et le bâton. Vous devez être conforme, mais bon, on vous fait un coup de main pour y être, quoi. Oui, alors dans le médico-social, en particulier dans le domicile, aujourd'hui on n'a pas encore choisi d'activer le bâton, mais on mettra en place un cadre réglementaire qui rendra obligatoire, par exemple, l'alimentation de mon espace santé. Aujourd'hui, on le fait avec des incitations financières parce qu'il faut vraiment donner le premier tour de roue et il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Mais il y a un moment où ça deviendra obligatoire et ceux qui ne le feront pas seront sanctionnés, seront pénalisés. Donc, ça commence les services d'autonomie pour se regrouper, les logiciels doivent être certifiés. Oui. Donc, ça ne le dit pas, mais ça le fait quand même. Oui, ça commence. La mécanique se met en branle, quoi. Oui. Bon, d'autres choses à ajouter ?
Je crois qu'on a bien fait le tour de... Non, juste dire qu'effectivement, le rôle de l'État, si on peut faire une forme de conclusion, c'est vraiment un rôle de coordination de l'ensemble des acteurs et de soutien et d'impulsion de la dynamique et de soutien à l'ensemble des acteurs, aussi bien des professionnels que des usagers. Sophie, vous êtes d'accord ? Toujours. Entièrement d'accord. On fixe le cap, Ouais. l'État fixe le cap, et puis on y va tous ensemble. Ça a l'air, en tout cas. Malgré les vagues, il y a plusieurs vagues, il y a des courants. Mais c'est jamais parfait, mais au moins il faut le faire, voilà, c'est ça. On y va. C'est super. Ah non, puis moi, comme j'ai dit, peut-être pas tout à fait la première fois, mais quand même la première fois, on s'est assis autour d'une table pour dire, OK, je préside le Synapse, on a réuni tous les éditeurs, on s'est vu avec tous les éditeurs du secteur pour dire, OK, comment on fait, comment on peut faire. Et ça, c'est une preuve que c'est dans le vent, quoi. Faut que ça avance bien et que ça continuera bien avancer. Pour moi, c'est comme ça que ça marche, et c'est pas par l'État stratège qui va définir un truc qui dit non, ou c'est comme ça, ou je fais mon produit, mais ce sera une autre histoire. Pas seul dans son coin, en tout cas. Parfait, écoutez, on va suivre ça. Merci beaucoup à tous les trois. On est obligé de finir, c'est dommage, mais c'était passionnant comme à chaque fois. Il y aura d'autres émissions, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sophie Moreau-Favier, Odile Jamet, Arnaud Dugluet. Merci à tous également de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro avec un autre sujet toujours aussi important qui nous aidera certainement à y voir encore plus clair. Merci encore, à bientôt.